Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2961 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 10 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord celui du Portugais Rafael Leao, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à lui, et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tiens, comme Juan Jesus, le défenseur de Naples, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et également un très grand entraîneur, peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire du football. C'est monsieur Carlo Ancelotti, il fête aujourd'hui ses 65 ans, le coach italien du Real Madrid. Est-ce qu'il est le plus grand coach de l'histoire du football? Peut-être, hein, parce que quand tu as un palmarès comme ça, c'est quand même exceptionnel. Déjà les gars, cet entraîneur a remporté les 5 gros championnats en Europe. Le championnat italien avec l'AC Milan, le championnat anglais avec Chelsea, le championnat français avec le PSG, le championnat allemand avec le Bayern et 2 fois le championnat espagnol, la Liga avec le Real Madrid, dont a remporté il y a quelques semaines. Ça n'existe pas d'autres entraîneurs qui a remporté les 5 gros championnats. Il n'y a que lui, les gars, qui a réalisé cet exploit. C'est quand même incroyable. Hein. Et n'oubliez pas qu'il a comme aussi 7 Ligues des Champions à son actif, hein, 5 en tant que coach, hein, et 2 avec l'AC Milan, ce qui fait en tant que joueur, hein, je vous parle. Donc voilà, 5 en tant qu'entraîneur, 2 en tant que joueur, ce qui fait 7. Hein. Il est au même niveau que l'AC Milan, c'est fou. Il y a seulement le Real Madrid, le club qui l'entraîne, qui a gagné plus de Ligue des Champions que lui. Regardez, hein, c'est quoi ce palmarès de fou. Des coupes nationales, donc il en a remporté plus de 10. Hein. Il a remporté 2 fois la Super Coupe de l'UEFA et 2 Coupes du Monde des clubs. Donc oui, on peut le mettre dans le top facilement, déjà top 3 des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, et peut-être dans le top 1 parce qu'il est tout simplement unique. Hein. Carlo Ancelotti, bon anniversaire à lui, 65 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur ce week-end et on commence tout d'abord avec le match hier soir de l'équipe de France, France-Canada. Bon, rien à dire, hein. 0-0, un match nul. J'ai regardé bien sûr le match, match nul, il n'y a rien à dire sur cette rencontre. Hein. Bon bref, 13 tirs pour l'équipe de France, 4 tirs cadrés, 0 but marqué. Donc le Canada, seulement 8 tirs, 0 tir cadré. C'est vrai que j'aurais dû regarder quelque chose d'autre hier. Je ne vais pas non plus gâcher ma soirée parce que j'aime bien regarder du foot, mais bon, voilà, on attendait beaucoup mieux bien sûr. Hein. Donc invisible, voilà, on peut dire voilà, que c'était une équipe de France invisible et plutôt inquiétante. À une semaine jour pour jour, il y a le premier match des Bleus les gars, c'est lundi prochain. À 21h contre l'Autriche, première journée et première rencontre pour l'Euro. Et la une du journal L'équipe, donc ils n'ont même pas fait la une sur l'équipe de France qui a fait un match invisible. En plus c'était un match amical, mais plutôt fait la une sur le tennisman Alcaraz par rapport à son titre, hein, de Roland Garros, qu'on félicite. Hein. Mais surtout nous, Timoré avant l'Euro. Voilà le petit article qu'ils ont pu mettre l'équipe, hein, sur cette piètre prestation de l'équipe de France. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir? Pas grand chose, hein. Juste peut-être que le Canada est quand même une équipe classée à la 49e position classement FIFA, l'équipe de France 2e, et voilà, donc des fois ça veut rien dire par rapport au classement, tout ça, mais voilà, l'équipe de France elle devait faire mieux qu'un 0-0 hier, donc plutôt inquiétant, c'est vrai, mais bon, regardez, il y a bien des équipes comme l'Angleterre, les gars qui ont perdu contre l'Islande 1-0, le Portugal s'est incliné également, comment dire, ce week-end, c'était contre la Croatie, une grosse équipe, donc voilà, c'est pas non plus dramatique, on va dire un match nul, puis là c'était seulement un match amical. Maintenant, il ne faudra pas refaire le même genre de prestation lundi prochain contre l'Autriche. Sinon, là, ça sera vraiment très inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Peut-être la dernière d'Olivier Giroud avec les Bleus en France. Hein, parce que là, n'oubliez pas que l'Euro, après, c'est fini pour lui. Donc là, c'était le dernier match pour lui en France. Parce qu'après, l'Euro se déroule en Allemagne. Puis après, il ne jouera plus avec l'équipe de France. Donc voilà, hein, quelques photos d'Olivier Giroud qui avait le brassard de capitaine pour sa dernière en France. Hein, et il est sorti à l'heure de jeu à peu près. Et l'énorme ovation pour le dernier match de monsieur Olivier Giroud en équipe de France, hein, donc il a été remplacé en fin de rencontre, à l'heure de jeu, puis voilà, beaucoup d'ovations, beaucoup d'applaudissements de la part des supporters de Bordeaux, parce que ce match avait lieu à Bordeaux hier. Et avec 74 matchs en France, hein, Giroud est devenu hier soir le joueur de champ ayant disputé le plus de matchs en France avec les Bleus, dépassant Lilian Thuram avec ses 73 matchs avec l'équipe de France en France. Donc Giroud, lui, c'est 74 matchs et c'est le joueur de champ à avoir joué le plus de matchs en France. Hein. Donc félicitations à lui. Bon, une dernière, on peut dire en France, très compliquée. Une note de 3, de toute façon, il est 0-0. Donc voilà, c'est compliqué à sortir des joueurs qui ont été bons. Donc Giroud, les gars, voilà, décevant. Bon, Saliba, eux, l'équipe de France défensivement, ça va, c'est un clean sheet, pas de but encaissé. Donc une note de 7 hein, pour William Saliba. Et encore un sacré match hein, de sa part. C'est vrai que ça doit être un titulaire dans une semaine pour vous, oui, bien sûr. Déjà, au vu de la saison qu'il a fait avec Arsenal, où il a joué toutes les minutes, où il a été bon. Hein, s'il a joué toute la saison, c'est qu'il a été bon, bien sûr. Et là, vu le match qu'il a fait, bon, c'est vrai que Canada, malgré que la France n'a pas gagné, c'est pas non plus, une énorme team. Mais bon, je pense que lui, il faut déjà le mettre titulaire. Après, tu le mets, oui, avec soit Upamecano, soit Konaté, mais déjà, tu te mets déjà Saliba titulaire, plus après un autre joueur. Donc voilà, quand même belle performance, bien sûr. Hein.
de Saliba. C'est vrai que les deux matchs de l'équipe de France, 0 but encaissé contre Luxembourg et contre le Canada. Mais bon, maintenant on va voir ce que ça va donner lors des matchs officiels. Concernant Kanté, de nouveau titulaire, et Kanté a montré de belles choses sur ces deux matchs de retour en bleu. Vous aimeriez le voir titulaire au milieu pour débuter l'Euro contre l'Autriche? Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Pour moi, il mérite d'avoir sa place de titulaire. Comment dire, N'Golo Kanté. Surtout que Tchouaméni devrait être forfait pour le premier match. Donc je pense qu'il y a des chances qu'il joue cette première rencontre lundi prochain. Je vous parle bien sûr en tant que titulaire. On n'y va pas, 25 mais à 68 millions. Voilà le magnifique tifo des supporters de l'équipe de France hier avant ce France-Canada qu'on n'a pas pu voir parce que vous savez ce qui s'est passé. Parce que là, on va en parler. C'est quoi ça, les gars? Hier, tout le monde. Enfin, moi, je me suis posé devant TF1 comme la plupart. Puis on voyait pas, on voyait les élections, tout ça. Et la diffusion de France-Canada sur TF1 différée, le match a commencé 15 minutes en retard. Donc moi, du coup, j'ai regardé sur une chaîne belge qu'ils avaient en direct. Mais voilà, c'est fou. On pensait à la mi-temps que TF1, du coup, ils allaient rattraper le retard et pas mettre de pub. Non, les gars, TF1, il y a de la pub. Et du coup, tout le match a été décalé d'un quart d'heure à peu près. Donc voilà, c'était n'importe quoi. Donc pourquoi ça a été ça? Regardez, le journal Le Parisien dévoile les coulisses de la décision de diffuser en différé France-Canada à TF1. On ne va pas s'emmerder avec un match amical alors qu'il y a dissolution. Parce que hier, vous savez qu'il y a eu les votes, tout ça. Et Macron a dissous l'Assemblée nationale. Puis du coup, voilà, c'était quand même quelque chose de fort. Donc c'est pour ça que TF1, ils ont préféré mettre ça que plutôt diffuser le match amical, enfin le début du match contre le Canada. Donc voilà, en gros, c'était TF1 vraiment qu'on voulu plutôt mettre ces élections. Donc il a dit l'actualité prime toujours et l'actualité principale c'est évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc c'est normal d'informer les téléspectateurs. L'erreur a été de ne pas le faire et de diffuser le match de l'équipe de France dès la première minute. Donc voilà en gros pourquoi le match a été décalé d'un quart d'heure. Bon, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais bon, j'espère juste qu'ils ne feront pas ça pour l'Euro parce que là, ce serait tout simplement inadmissible. Bref, on continue les gars avec d'autres sélections. Il n'y a pas que la France qui jouait bien sûr. Donc revenons aussi sur le match de samedi. Comme d'habitude le lundi, les gars on parle des matchs du dimanche et le samedi. Samedi les gars il y avait un Portugal-Croatie. Belle affiche entre deux équipes qui peuvent aller loin et qui peuvent remporter bien sûr l'Euro. Et la Croatie s'est imposée 2-1 et Luka Modric encore buteur. Ce joueur il a 38 ans, capitaine encore et buteur incroyable. Budimir buteur également côté croate contre un but de Diogo Jota côté Portugal. Donc les statistiques de la partie, j'ai pas vu le match mais bon on peut voir que les stats en faveur de la Croatie, plus de tirs et plus de tirs cadrés, donc voilà, redoutable bien sûr cette équipe croate. Et les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Luka Modric ce soir, donc voilà, parce que les deux avant étaient ensemble du côté du Real. Bon, il y en a toujours un au Real, Luka Modric, mais depuis Ronaldo bien sûr a quitté le club. Ils ont pu se retrouver ces deux-là où ça marchait très très bien, ils ont pu tout gagner, des Ligues des Champions, des Ligas ensemble, donc ils se sont rencontrés avant le match et même après le match les gars, il y a eu encore une accolade entre Luka Modric et Cristiano Ronaldo. On va parler de la sélection belge qui joue contre le Luxembourg, ancien adversaire de l'équipe de France où la France a gagné 3-0, même tarif pour eux, face à la Belgique. Donc 3-0, Lukaku doublé et un but de Leandro Trossard. Donc voilà, parfait aussi pour la Belgique, a totalement dominé cette équipe du Luxembourg avec plus de 26 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts. C'est à peu près les mêmes stats que l'équipe de France avait fait. Luxembourg, ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée, une frappe, 0 tir cadré. Donc voilà, Belgique largement au-dessus. L'Espagne contre l'Irlande du Nord et déjà l'Espagne perdait 1-0. Regardez l'Irlande du Nord, Ballard que je connais pas, bon bref, buteur au bout de 2 minutes de jeu. Attention, qu'est-ce qu'ils font l'Espagne? Bon, c'était seulement un match amical, mais après ils ont mis la machine et après ils en ont marqué 5. De Pedri doublé, Morata buteur, Fabien Ruiz également buteur et Oyarzabal qui avait marqué un triplé lors du dernier match. Et il a marqué de nouveau un but là, donc voilà, 4 buts sur ces deux derniers matchs. Oyarzabal qui a marqué des points là pour être titulaire peut-être pour le premier match de l'Espagne. Donc voici les statistiques. Donc l'Espagne comme souvent à 3 quarts du ballon, enfin 3 fois sur 4 il y a le ballon, 19 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts marqués. Donc voilà, ça a été festival de buts. Et tiens, on va parler du joueur Pedri qui a vécu une saison compliquée au Barça parce qu'il a été beaucoup blessé et même à la fin de saison quand il était plus trop blessé il jouait même pas, il n'était pas souvent titulaire. Bon bref, il a marqué ses 2 premiers buts, il n'avait jamais marqué en Espagne, il a marqué ses 2 premiers buts du côté de la sélection espagnole. Donc voilà déjà son premier but, une magnifique frappe lointaine pour Pedri. Et Pedri ça va être 2 buts, mais Lamine Yamal, donc lui 2 passes D. Donc les deux joueurs du FC Barcelone ont été très bons lors de cette rencontre. Regardez-moi cette précision de passe là de Lamine Yamal sur le but de Fabien Ruiz, le joueur du PSG. Voilà, il lui a déposé le ballon. Donc quel joueur ce Lamine Yamal les gars, ça peut être, enfin tout le monde le connaît, mais voilà il peut vraiment faire un très gros Euro. Bien sûr c'est peut-être lui qui va porter l'Espagne bien sûr, pourquoi
pourquoi pas aller très loin dans cette compétition. Il est sorti avant la fin du match, Lamine Yamal, parce que voilà, c'était seulement un match amical. Il a reçu déjà une ovation, les gars, une ovation à seulement 16 ans. Tiens, dans quelques semaines, il va fêter ses 17 ans, mais tout jeune, déjà une standing ovation pour Lamine Yamal. Il y avait l'Italie aussi, dernière équipe à avoir gagné, n'oubliez pas l'Euro en 2021. Donc il joue contre la Bosnie et l'Italie s'est imposée 1-0. Fratesi, l'unique buteur de la rencontre. Donc félicitations à l'Italie, je crois qu'elle avait fait un match nul lors du match précédent. Donc voilà, une victoire, un nul sur leurs 2 matchs de préparation. On peut voir les statistiques de la partie. Le Danemark contre la Norvège. Le Danemark s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Erling Haaland. Haaland, de nouveau buteur, il a marqué un triplé. Il y a quelques jours, il a de nouveau marqué, mais ça n'a pas suffi. N'oubliez pas que la Norvège ne jouera pas. Là, c'était le dernier match. Là, il n'y a plus de match pour la Norvège. Là, par exemple, Haaland, là, c'est vacances pour lui, vu qu'il ne va pas jouer l'Euro, vu que son pays n'est pas qualifié. Donc, la vacance, il reprendra dans un mois à peu près la pré-saison avec Manchester City. Mais le Danemark, bien qualifié, ils ont gagné 3-1. Donc, on peut voir les 3 buteurs à côté danois. La Suède qui jouait contre la Serbie. Donc, la Suède, pourtant, avec plus de tirs, elle est 21 tirs. 3 fois plus de frappes que la Serbie. Mais la Suède, 0 but marqué. La Serbie, 7 tirs. Et 3 buts marqués, donc la Serbie, redoutable équipe. Pour moi, c'est une équipe outsider, il va falloir faire attention à eux lors de l'Euro. Bon, je pense pas peut-être qu'ils vont gagner l'Euro, mais ils peuvent pourquoi pas accrocher une demi-finale, un quart. Ce serait une très belle performance pour cette équipe serbe. Donc voilà, belle victoire de la Serbie face à la Suède. Et côté suédois, donc ils ont honoré de nouveau la légende Zlatan Ibrahimovic, qui est certainement le meilleur joueur suédois de l'histoire avec ses 122 matchs. Bon, il n'a pas joué hier, mais il était présent lors de cette rencontre. Voilà quelques photos de Zlatan. La Suisse contre l'Autriche. Autriche, dans une semaine, c'est l'adversaire de l'équipe de France. Ils ont fait le match nul 1-1 contre la Suisse. Donc voilà, pourtant ils ont plus dominé, on peut avoir plus de tirs, ou même plus de tirs cadrés à côté autrichien que côté suisse. La Slovaquie de Milan Skriniar, défenseur du PSG, contre le Pays de Galles, 4-0 pour la Slovaquie. Donc là aussi, c'est une belle préparation. Et le Monténégro contre la Géorgie, une victoire 3-1. Donc félicitations à eux. Et un certain Mikotadze, on le connaît, il joue du côté du FC Metz. Bon, il va quitter certainement Metz là lors de ce mercato, mais il a été buteur, Mikotadze. Et Mikotadze a inscrit son 10e but en sélection ce soir lors du dernier match de préparation de la Géorgie. N'oubliez pas que la Géorgie, c'est la première fois de leur histoire qu'ils vont jouer. Ils n'avaient jamais joué une Coupe du Monde ou un Euro. Là, ils vont jouer un Euro, donc voilà, c'est exceptionnel pour eux. Et Mikotadze, les gars, arrive en forme, les gars, pour cette compétition. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, les gars, sur les matchs ce week-end, pour les matchs de préparation pour l'Euro. Il y a encore quelques rencontres ce soir. Donc là, on peut voir le programme, on peut voir quand c'est moins 23, c'est les 23, bien sûr, et U19. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les équipes professionnelles. Par exemple, la République tchèque contre la Macédoine. La République tchèque, n'oubliez pas, est qualifiée. Il y a aussi Pays-Bas, dans le groupe de la France, contre l'Islande, qui a battu l'Angleterre. Donc on verra ce que ça va donner. Et la Pologne également dans le groupe de la France, contre la Turquie ce soir à 20h45. Mais pas que l'Euro, les gars, commence fin de semaine. On est lundi. Vendredi, c'est le premier match avec l'Allemagne contre l'Écosse. Donc voilà, on a hâte bien évidemment de cette compétition. Et tiens, José Mourinho, il a donné ses favoris pour l'Euro. Il a dit le Portugal, l'Angleterre, la France. C'est vrai, les 3 quand même sortent du lot. Et ensuite, je dirais l'Allemagne, bien sûr, c'est quand même le pire organisateur. L'Espagne, qu'il faut toujours compter. L'Italie, donc il a dit l'Italie, je n'y crois pas, ce n'est pas très talentueux. Mais bon, voilà, l'Italie, ça reste l'Italie. L'Italie, on ne les voyait pas il y a 3 ans remporter l'Euro. Ils sont allés jusqu'au bout et ont gagné la compétition. Donc voilà, c'est vrai qu'après, il y a des chances que sur les équipes là qu'il a citées, une remporte bien sûr ce championnat d'Europe des nations. On continue, on va parler aussi des équipes qui préparent la Copa América parce que ça démarre également là en fin de semaine. Et tout d'abord, l'équipe championne d'Amérique du Sud en titre, l'Argentine qui joue contre l'Équateur. C'était son dernier match de préparation et l'Argentine s'est imposée 1-0 et Angel Di Maria, l'unique buteur du match. Donc voilà, 11 tirs, 4 tirs cadrés et un but inscrit par l'Argentine. Donc félicitations bien sûr à Angel Di Maria, de nouveau buteur. N'oubliez pas que ça sera sa dernière compétition, enfin d'après ce que j'ai pu lire et vous donner comme info il y a quelques semaines. Après la Copa América, ça sera fini pour Angel Di Maria. Donc voilà, toujours à 36 ans, toujours performant. Bien sûr, le joueur argentin, n'oubliez pas que c'est lui qui avait été buteur en finale de la dernière Copa América gagnée contre le Brésil. Tiens, en parlant du Brésil, il joue contre le Mexique. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Un match fou. Donc il y avait 2 partout au bout de 4. Il y a même 2-1 pour le Brésil, les gars. La 91e minute de jeu, 92e égalisation du Mexique. On s'est dit, bon, ça va finir sur un match nul. C'est un match amical, bon, pas très grave. Mais le Brésil, non, les gars. 96e minute de jeu, un certain Hendrick, buteur de la tête, et donne la victoire au Brésil. Donc voilà, un match totalement fou. Donc voici les statistiques de la partie. Ça tourne en faveur, on peut dire, des Brésiliens. Donc il est entré en jeu à la 63e minute de jeu. Donc il n'a même pas
commencé titulaire et il a été buteur en toute fin de match. Regardez la célébration qu'il a fait, il a pris son maillot, il nous a fait la célébration à la CR7, à la Léo Messi, à la Nabil Fekir, il a déjà fait. Il y aura aussi la célébration comme ça de Hendrick, avec son but de la tête sur une passe D de son nouveau coéquipier du côté du Real Madrid, Vini Junior bien évidemment, c'est lui qui centre pour le but de la tête du joueur Hendrick. Et Hendrick c'est fou, n'oubliez pas il a seulement 17 ans, il va rejoindre le Real, c'est sûr, c'est officiel, il a déjà signé dans cette équipe. Et but contre l'Angleterre à la 80e minute de jeu après être entré à la 71e minute de la rencontre. But contre l'Espagne à la 50e minute après être entré à la 46e. Et but contre le Mexique, comme j'ai dit, à la 96e après être entré à la 61e minute de jeu. Donc un but toutes les 30 minutes à peu près en tout. Il a joué 5 sélections, les 2 premiers, ça a été plutôt discret vu qu'il n'avait pas marqué. Mais les 3 derniers matchs avec le Brésil, 3 buts en plus, là on parle de grosse équipe, le Mexique comme une très belle équipe, l'Espagne et l'Angleterre du top mondial, donc voilà, c'est quand même incroyable. Donc 5 matchs, 118 minutes seulement, parce qu'il est tout le temps sur le banc, il rentre en cours de jeu, après il est tout jeune, il a seulement 17 ans, et déjà 3 buts inscrits, c'est fou. Et Hendrick les gars, en 120 minutes à peu près, voilà, de jeu 118 ou 119, bon, il n'y a pas une minute près, bref, donc il a déjà marqué autant de buts qu'un certain Vini en sélection. Vini les gars, il a marqué 3 buts avec le Brésil, Hendrick 3 buts, mais Vini a joué beaucoup plus de matchs bien sûr qu'Hendrick, donc incroyable bien sûr, les débuts on peut dire d'Hendrick du côté de la sélection brésilienne, et comme j'ai dit la célébration à la CR7 ou à la Léo Messi pour lui hier. Et Hendrick il a dit, ils disent que je suis trop petit pour être numéro 9, c'est qu'il n'est pas super grand, il doit faire 1m70, c'est plutôt petit pour un footballeur, il y a plein de footballeurs qui dépassent le 1m80, bref, mais ce n'est pas une question de taille, c'est une question de positionnement, et c'est vrai qu'il a marqué de la tête, puis il a une très belle détente, puis c'est lui qui a marqué lors de cette rencontre. Et une petite info aussi concernant Vini Junior, il a dit je veux gagner la Copa América, je n'ai toujours pas de titre avec le Brésil et j'espère que c'est le moment, je vais tout faire pour. Donc il va tout donner avec le Brésil pour essayer de gagner bien sûr un titre. Il a encore pas trop, il a plein de trophées avec le Real, mais pas encore avec sa sélection bien sûr. La sélection. On continue, qu'il y avait un autre match amical, les États-Unis contre la Colombie. N'oubliez pas que les États-Unis joueront cette Copa América. C'est même eux en plus où c'est le pays organisateur de cette compétition. Donc on va dire un test, enfin ceux qui programment ça avant de programmer la Coupe du Monde 2026 où ils seront avec le Mexique et le Canada pour organiser cette Coupe du Monde. Bref, les États-Unis, ils ont pris une correction. 5-1 contre la Colombie. Donc voici tous les buteurs côté colombien. Donc Timothy Weah, l'ancien joueur de Lille, a été buteur côté États-Unis, mais bon, ça n'a pas suffi. Donc félicitations, regardez la Colombie, 6 tirs cadrés, 5 buts. Donc seulement un arrêt du gardien des États-Unis qui a vécu un match très compliqué. Rames Rodriguez, peut-être le joueur le plus connu de cette équipe colombienne, il a fait 2 passes D. Voilà, donc félicitations à lui, bien évidemment, pour lui et du côté de sa sélection. On continue, on quitte l'Amérique du Sud, on part cette fois-ci en Afrique. Il y avait beaucoup de matchs très importants, des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et on commence tout d'abord avec le Sénégal qui joue contre la Mauritanie. C'était hier et le Sénégal s'est imposé 1-0. Diallo, l'unique buteur du match. Donc voilà, que ce soit 1-0, je répète, 1-0 ou 8-0, c'est pareil. C'est une victoire qui donne 3 points très importants. Donc félicitations bien sûr au Sénégal. Voici les statistiques de la partie. Efficace le Sénégal, 5 tirs cadrés. Bon, ils ont marqué un but, mais la Mauritanie, double de tirs. 10 tirs, 5 tirs cadrés également comme le Sénégal. Mais le Sénégal a été efficace, contrairement à la Mauritanie qui n'a pas réussi à convertir, on va dire, ses tirs cadrés. Il y a aussi la RDC contre le Togo. N'oubliez pas que la RDC a fait un partout contre le Sénégal, il y a quelques jours. Donc là, c'était leur deuxième match sur cette trêve internationale. Pour les équipes africaines, ils ont gagné 1-0. Donc parfait bien sûr pour la RDC. On peut voir les statistiques de la partie. Pourtant, le Togo a plus dominé. Regardez, 10 tirs, donc déjà plus de tirs et plus de tirs cadrés. Tirs cadrés, c'est important, c'est-à-dire quand même que tu as eu des occasions. Donc 6 tirs cadrés pour le Togo, mais la RDC, une frappe cadrée, un but. Voilà, donc pas besoin de chipoter devant les buts. Ça a fini au fond des filets, c'est bien ça le plus important. Et du coup, ce classement, les gars. Donc le Sénégal pour l'instant en tête, le Soudan deuxième et la RDC troisième. À noter que le Soudan a un match en retard, donc si le Soudan s'impose, ils repasseront devant. Donc voilà, toujours n'oubliez pas dans ces poules, le premier qualifié directement pour la Coupe du Monde sur des poules à 6 et le deuxième jouera des matchs de barrage. Donc voilà, c'est pour ça, sur 6 équipes, il n'y en a qu'une qui est sûre d'aller à la Coupe du Monde. C'est pour ça que bien sûr, il faut lâcher aucun point. Et voilà, il faut essayer de prendre le maximum de points. Quand il y a les points à prendre, il faut les prendre tout simplement. La Tunisie tient un jeu contre la Namibie. Pas de 4 sur 4 parce que la Tunisie a fait 3 matchs, 3 victoires. Donc là, premier accro pour eux, ont fait 0-0. Ils n'ont pas pris 3 points, ils ont pris 1 point. Donc voici les statistiques de la partie. Bon, ils n'ont pas cadré le moindre tir. 4 tirs, mais 0 tir cadré pour la Tunisie qui s'en sort bien avec ce match nul. Mais bon, la Tunisie toujours en tête devant la Namibie avec 2 points d'écart entre les deux premiers. Le Cameroun jouait contre le Cap-Vert et belle victoire du Cameroun 4-1. Donc Aboubacar est à hauteur d'un doublé. Donc Aboubacar,
toujours présent bien sûr. Hein. Donc 9 tirs, 5 tirs cadrés et 4 buts inscrits par le Cameroun. Le Cameroun est bien en tête de cette poule, hein, au même niveau que la Libye, avec le même nombre de matchs joués. Donc voilà. Concernant bien sûr les matchs du côté de la zone Afrique, et il y a aussi des rencontres aujourd'hui, lundi. Voici le gros programme. La Guinée qui a battu l'Algérie là, il y a quelques jours 2-1. Donc ils recevront la Mozambique ce soir. Le Ghana contre Centrafrique. Attention à l'Algérie, hein, contre Ouganda, là, avec les 3 points perdus, comme je dis, il y a seulement le premier qui se qualifie. Donc le deuxième, après, il y a le système de barrage. Voilà, l'Algérie doit absolument prendre les 3 points ce soir à 18h du côté d'Ouganda. En cas de défaite, hein, ça sentirait très mauvais. Bon, il reste encore pas mal de matchs, mais attention, il faut prendre les points. Le Nigeria contre le Bénin. Donc voilà, on parlera bien sûr de toutes ces rencontres demain, quand les matchs, bien sûr, auront été joués. On continue, tiens, on va parler d'un match caritatif. C'est un match pour UNICEF. UNICEF, voilà, c'est une œuvre caritative. Bref, un match pour apporter de l'argent pour cette association. C'était entre le 11 de l'Angleterre, des légendes, hein, contre un 11 du monde tout simplement. Donc bon, l'Angleterre légende s'est imposée 6-3. Donc voilà, par exemple dans le 11 légende, il y avait par exemple Hazard ou même Del Piero qui ont été buteurs. Hein. Donc voilà, ce match, il y a même Bolt qui a joué, hein, mais il y a même pas des footballeurs, par exemple Bolt, hein, c'est une personne, un ancien sprinter, donc avec son maillot 9.58 par rapport aux 100 mètres, hein, c'est le record toujours, hein, bien sûr, de l'histoire de l'humanité, de 9 secondes 58 bien sûr. Peut-être qu'il sera battu ce record lors des prochains Jeux Olympiques, même bon, ça m'étonnerait parce qu'il a quand même mis la barre très très haute, hein, bien sûr, le sprinter jamaïcain. Donc il y avait du beau monde, hein, c'était du côté de Stamford Bridge, hein, du côté du stade de Chelsea où Hazard, bien sûr, jouait à l'époque. Et tiens, en parlant d'Eden Hazard, on parle de lui là, durant son passage en première ligue, Eden Hazard a réussi plus de 909 dribbles, hein. C'est énorme. Hein. Sur la même période, le joueur qui en a réussi le plus, hein, hormis le Belge, est Wilfried Zaha avec 621 dribbles et Hazard 909. Hein. Sur la même période, hein, sur le même nombre de matchs joués, tout ça, c'est énorme. Hein. En 7 ans, Eden Hazard aura donc complété au moins 288 dribbles de plus que n'importe quel autre joueur du côté de l'appel. Entre 2012 et 2019, la première ligue, c'était vraiment le jardin d'Eden. Voilà. Donc depuis 2012 à 2019, Hazard, les gars, c'est 288 dribbles de plus que le deuxième qui est Wilfried Zaha. Voilà, c'était quand même très très fort. Hein. Et après, dommage qu'il n'a pas réussi à percer, on peut dire, à faire une belle carrière au Real. Parce que c'est vrai, quand il était à Chelsea comme ça, avec des stats comme ça, on s'est dit qu'il allait tout casser au Real. Après, il y a eu beaucoup de blessures. Et du coup, on sait comment c'est fini, on peut dire, sa carrière. On revient, tiens, un an jour pour jour en arrière. Et Manchester City remportait sa première Ligue des Champions de son histoire. Il y a tout juste un an jour pour jour. Donc, tiens, c'était le 10 juin 2023. City s'imposait contre l'Inter Milan 1-0. Bah, c'était la finale de la Ligue des Champions et City remportait ce titre. Hein. On revient tiens, cette fois-ci 8 ans jour pour jour en arrière. C'est débuté l'Euro 2016 en France. Hein. Donc la France joue le match d'ouverture contre la Roumanie où ça a été chaud. Hein, une victoire 2-1 mais avec un but de Dimitri Payet à la 89e minute de jeu sur une frappe en dehors de la surface du pied gauche. Bah, c'était il y a 8 ans jour pour jour. Hein. Là, cet Euro qui a été plutôt bon pour l'équipe de France avec une finale malheureusement perdue contre le Portugal. Tiens, en parlant du Portugal, il y a 5 ans jour pour jour, le Portugal remportait la toute première édition de l'histoire de la Ligue des Nations. Voilà, je crois que c'était contre les Pays-Bas qu'ils avaient battu. Enfin, ils avaient battu le Pays-Bas en finale. Notez que l'équipe de France a gagné la 2e édition et l'Espagne a gagné la 3e édition de cette Ligue des Nations. Mais la première ne sera jamais, bien sûr, pour le Portugal. Et tiens, en parlant du Portugal, les photos officielles de Cristiano Ronaldo en mode Euro. Tous les joueurs là qui vont jouer l'Euro, ils ont posé bien sûr en photo pour l'UEFA, tout ça, pour leur photo officielle. Donc voilà, les photos officielles de Cristiano Ronaldo qui va jouer quand même son 6e Euro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Hein. Et aucun autre joueur ne peut apporter ce que Ronaldo apporte dans le vestiaire. C'est vrai qu'on ne sait pas si Ronaldo va beaucoup jouer. Il a quand même 39 ans, il joue en Arabie Saoudite. Bon, il a été appelé pour jouer cet Euro. Mais par rapport à son temps de jeu, il sera peut-être réduit. Peut-être qu'il jouera les fan matchs. S'il sera titulaire. Mais voilà, en gros, ce qu'il va apporter, c'est surtout dans le vestiaire, son expérience, son leadership. Voilà, Cristiano Ronaldo, voilà, qui est une légende, hein, bien sûr, du côté du Portugal. Donc voilà ce qui va, enfin vraiment, il va servir à quoi Ronaldo, même s'il sera utile également, bien sûr, sur le terrain. On va parler d'autres joueurs, tiens, qui peuvent jouer ou non l'Euro, parce que Thomas Meunier est dans la liste de la Belgique, mais pas sûr qu'il soit là. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Thomas Meunier ne va pas faire le voyage en Allemagne. Souffrant d'une blessure musculaire, le Belge va faire une batterie de tests avant d'acter ou non son forfait. On ne sait pas, pour l'instant, voilà, aujourd'hui, il va passer des tests pour voir s'il peut ou non ne pas jouer cet Euro. Donc lui souhaite bon rétablissement. C'est un gros coup dur pour lui, hein, de ne pas jouer bien sûr cet Euro, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'il pourra jouer une compétition avec la Belgique. On va parler aussi de ce joueur, donc Michal Sadilek, qui est officiellement forfait pour disputer l'Euro 2024 avec la République tchèque en raison d'une chute à vélo. Donc Sadilek est malheureusement tombé, c'est un communiqué, hein, de la République tchèque, est tombé en faisant du vélo et a subi une lacération au niveau du tibia, indiqué le porte-parole de l'équipe nationale tchèque. Ça c'est un coup dur pour lui, les gars. Donc bon, je connais pas trop le joueur, les gars, ce joueur tchèque, mais voilà, forfait parce que chute en vélo. Voilà,
Voilà, donc c'est un très bon rétablissement et gros coup dur bien évidemment pour la République tchèque et pour le joueur. On va parler, tiens, on revient hier matin, il y avait sur Téléfoot, il y avait un petit article, une petite émission sur, sur N'Golo Kanté. Et Kanté tout d'abord sur l'intérêt que lui a apporté le PSG à son égard, parce que le PSG il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il était très intéressé par N'Golo Kanté. Il a dit qu'il y a eu des discussions, oui, il y a eu contact entre son clan et le PSG, des possibilités à un moment donné, mais ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas forcément quelque chose que je me mets en tête. Voilà, ça aurait pu se faire, il a dit ça aurait pu se faire, mais ça n'est pas fait. Puis voilà, c'est comme ça, hein. C'est le football. Hein. Jonathan Klaus, tiens, toujours sur Téléfoot hier, il a parlé de N'Golo Kanté, c'est quelqu'un d'unique, hein, c'est lunaire même. On a l'impression qu'ils sont 3 ou 4 dans son corps, il y a quelque chose de différent chez lui, c'est sûr. Hein. Griezmann également sur Téléfoot, hein, sur Kanté, est déjà indispensable à l'entraînement et ça va être la même chose en match, il perd jamais un duel, hein, ils veulent plein de ballons, c'est énorme ce qu'il fait, c'est vrai, maintenant on le verra. Et on espère qu'il fasse un très gros euro, bien sûr, N'Golo Kanté, s'il nous fait un gros euro, il peut potentiellement, pourquoi pas, après peut-être viser une dernière Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'en 2022, il n'était pas là, N'Golo Kanté. Il a remporté celle 2018, mais en faisant un gros euro, il peut potentiellement, bien sûr, dans 2 ans, pourquoi pas, être encore compétitif pour jouer, bien sûr, une Coupe du Monde, on verra, on est encore très loin. Jules Koundé, tiens aussi, révèle sa journée type, hein, tiens, sur le défenseur droit, l'équipe de France quand même très léger, hein, je trouve. Jules Koundé, encore son match hier, les gars, moi aussi je peux faire ce qu'il fait, hein, t'as une passe, prends aucun risque d'envoyer des passes devant, envoie que des passes en arrière sur le gardien ou sur ta défense centrale, quand même très léger au poste de défenseur droit. Moi j'aimerais, je ne cache pas, que voilà, Théo Hernandez soit le défenseur gauche et que Ferland Mendy soit le défenseur droit de l'équipe de France pour l'Euro. Après, je ne suis pas Deschamps, bien sûr que Mendy, les gars, ferait beaucoup plus, hein, que ce que fait Koundé. Bref, on va parler un peu de Koundé. Hein. Donc lui, sa journée type, les gars, réveil à 7h, entraînement personnel, soin plus entraînement au club plus soin, retour chez lui à 15h et sieste, puis après séance avec son préparateur physique, à 3 entraînements par jour, comme pour Jules Koundé. Voilà, il fait quand même beaucoup d'entraînements, mais bon, on sait que pour moi, il est plutôt limité quand même pour jouer. Du côté des Bleus, il y a tellement plus fort, hein, je trouve. Hein. Bref, sur ses progrès au poste de latéral droit, j'essaie de m'améliorer. Hein, ça prend du temps, mais je pense que les gens ont déjà pu constater des progrès. Moi, je les constate de jour en jour. Bon, après, c'est vrai qu'il de base, c'est pas un défenseur droit. De base, c'est un défenseur central. Mais moi, j'évalue, quand je parle de Koundé, je parle d'où il joue. Hein, voilà, il joue à droite, c'est comme ça. Et c'est comme j'ai dit, hein, c'est plutôt léger. Hein. Après, il jouerait peut-être dans l'axe, peut-être qu'il serait meilleur. Hein, c'est certainement en plus son poste, hein, bien sûr. Hein. Jules Koundé estime qu'il n'était pas programmé pour le très haut niveau. Il a dit en 2013, quand j'intègre le centre de formation des Girondins de Bordeaux, je n'ai pas 50 propositions. Bordeaux est la seule opportunité qui se présente à moi. Je sortais d'un club amateur, j'avais beaucoup de retard sur ceux qui sortaient de préformation dans le centre de formation. En gros, hein, il m'a fallu énormément de travail d'abord pour le rattraper, puis pour continuer à progresser et gravir les marches. Hein. Je n'étais pas programmé pour être là parce que je n'avais pas tous les outils pour y arriver. Bien sûr, j'ai du talent, mais c'est le travail, la détermination et surtout la discipline, hein, qui m'ont permis de gravir les échelons et après de jouer dans de grands clubs comme Séville, comme le Barça et d'intégrer le prime, on peut dire, l'équipe de France. Il parle aussi de son style vestimentaire, hein, voilà, qui est que beaucoup de personnes parlent. Hein. Il a dit, j'ai la sensation que les gens se focalisent beaucoup là-dessus, qu'ils oublient parfois que je suis footballeur, que c'est mon métier, que j'y consacre énormément de temps et ils pensent que je voue plus de temps à la mode qu'au football, mais évidemment c'est totalement faux. Mais bon, voilà, il a son style à lui. Bon, son style, bien sûr, c'est à lui. Moi, je vous parle surtout par rapport à ses performances, bien sûr, de footballeur du côté des Bleus, hein, que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs bien meilleurs que Jules Koundé. On continue un jour sur Téléfoot, les gars, l'hommage de Zlatan et Olivier Giroud. Donc il a écrit l'histoire de Milan, on a été très heureux avec lui, on est très fiers de l'avoir eu avec nous. Ce qu'il a fait ici est gravé à jamais, hein, du côté bien sûr de Milan. Il a remporté le championnat, c'était il y a 2 ans. Hein. Les mots aussi de Raphaël Léao, qui fête son anniv, mais pour Giroud, les gars, dans un français parfait. Merci pour tout, t'es mon grand frère frérot. C'était vraiment un plaisir de jouer avec toi, hein, du côté de l'AC Milan, parce que Giroud c'est officiel, hein, rejoint bien sûr les Los Angeles FC. Hein. Et Giroud évoque ses adieux pour son dernier match avec l'AC Milan. Toujours sur Téléfoot hier, donc l'amour, la passion des supporters, c'est ce qui fait la différence au Milan. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi touchant, donc voilà, quelques déclarations de Giroud et Griezmann, les gars, aussi sur la retraite désolé, de Giroud. Ça fera bizarre à 37 ans, il met toujours des buts et il est hyper important pour nous, c'est un homme formidable. Il a toujours été clean et respectueux envers tout le monde, c'est vrai, puis il a fait une très belle carrière, quand actuellement il est toujours meilleur buteur de l'histoire des Bleus, oui. Oui, il a fait une belle carrière et oui, on peut le mettre en tant que légende du côté de l'équipe de France, bien évidemment, Olivier Giroud. On revient sur la saison Ligue des Champions et le top 10. Donc moi, je vais surtout vous montrer le top 5 des plus beaux buts de cette Ligue des Champions. A été dévoilé le premier, les gars, c'est Tété, les gars. Le but de Tété, bon, pas de la tête, hein, c'est une reprise de volée. Avec le Galatasaray, été élu plus beau but de la saison de la Ligue des Champions par les fans. C'était un Galatasaray Copenhague, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but. Bon, je ne peux pas vous montrer les images à cause des droits TV, mais en gros, la centre du jeu
je sais pas qui c'est. Et reprise de volée magnifique de TT, les gars. Donc, plus beau but de la Ligue des Champions, c'est lui. Le deuxième plus beau but, c'est celui de Federico Valverde contre Manchester City. Il y avait 3-2 là pour City, c'est le but du 3-3. N'oubliez pas qu'au match retour, il y a eu pareil, match nul entre City et le Real. Là, c'était le match aller. Donc, magnifique reprise aussi de volée. Le deuxième plus beau but du Ligue des Champions, c'est Valverde. Le troisième, toujours sur le même match, les gars, Phil Foden, souvenez-vous, grosse frappe, il est arrivé à l'entrée de la surface en pleine lucarne. Troisième plus beau but de la saison de Ligue des Champions. Le quatrième, c'est Jude Bellingham qui était parti quasiment milieu de terrain. Il a dribblé 3-4 joueurs. Il a marqué, c'est un but lors de match de poule contre Naples. Et le cinquième but, les gars, c'est celui de Bruma qui a marqué un sublime but contre l'équipe de Union Berlin lors des matchs de poule. Voici les 5 plus beaux buts de cette saison de Ligue des Champions. En parlant de la Ligue des Champions, on pense à un club, le Real Madrid. C'est que le Real, les gars, désormais dans son effectif, le numéro 10 de la France, le numéro 10 de l'Angleterre, du Brésil, du Maroc et de la Croatie. On peut voir chaque joueur qui sait. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel. Et en parlant du nouveau joueur, le nouveau numéro 10, enfin l'équipe de France, mais le nouveau joueur, dernier recrue du côté du Real, Mbappé. Mbappé est prêt à écourter ses vacances après l'Euro 2024. Il a vraiment hâte de commencer sa carrière au Real Madrid. Parce que normalement, bien sûr, c'est pas normalement, il va jouer l'Euro avec l'équipe de France et tout dépend. L'équipe de France, on espère aller le plus loin possible. Imaginez s'il y a une finale, on ne sait pas, l'équipe de France peut aller en finale. L'équipe de France va 2 fois lors des 2 dernières finales de Coupe du Monde. Donc oui, ils peuvent aller en finale de l'Euro, c'est totalement jouable, surtout pour une équipe de France. Et Mbappé, les gars, donc normalement après il aura encore 3 voire 1 mois de vacances, on peut dire, avant de reprendre la saison avec le Real. Mais il aimerait peut-être passer de 1 mois, peut-être à 2 semaines, ou peut-être une dizaine de jours de vacances pour jouer directement avec le Real Madrid. Il est prêt à écourter en gros ses vacances pour aller le plus rapidement possible du côté du Real et faire la pré-saison du côté. Ça sera des États-Unis. Donc voilà, il est impatient, on peut dire, Mbappé, d'évoluer avec son nouveau club madrilène. Et tiens, en parlant de Mbappé, regardez l'attaque du Real Madrid. Donc Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo et le jeune Endrick là, avec le maillot vert. Donc quand ils étaient plus jeunes, même s'ils sont toujours tous très jeunes, surtout Endrick qui a seulement 17 ans, mais voilà, quand ils étaient encore plus jeunes, voilà la nouvelle attaque du Real Madrid. Et toujours, tiens, du côté du Real, c'est fou, parce que le top 4 des joueurs actuellement les plus chers au monde, ils ont tous la même valeur. On peut voir les 4 là, il y en a quand même 3 qui jouent du côté du Real Madrid avec Mbappé, avec Vini Junior et Jude Bellingham. Il y a seulement Haaland qui ne joue pas du côté du Real. N'oubliez pas que Mbappé est quand même le plus vieux, 25 ans, sinon il y en a 2 à 23 ans et un qui a 20 ans, Jude Bellingham. Et toujours avec le Real, on revient, tiens, c'était il y a 14 ans. Le Real préparait son mercato 2009. Il avait été exceptionnel. Regardez-moi tous les joueurs qu'ils avaient fait en 2009, les gars. Benzema a acheté 49 millions. Bon, c'est des dollars. Moi, en euros, c'est un tout petit peu plus. Bon, bref, voilà. Benzema en provenance de Lyon. Il y avait aussi Granero. Bon, Granero n'a pas marqué l'histoire du Real. Mais bon, Benzema, oui. Ronaldo, bien évidemment. Il y a eu Kiarbello aussi qui a marqué l'histoire du Real. Xabi Alonso. Ou même Ricardo Caca qui avait été acheté 92 millions de dollars. Regardez-moi ce mercato que vous avez fait le Real Madrid en 2009. Ça avait été exceptionnel. On va parler de Félix ainsi, je suis prêt, mon futur ne dépend pas de moi, mon projet est clair, j'aime Barcelone et je veux rester au FC Barcelone. Donc voilà, de ses propres mots, il a dit ça. Il souhaite rester au Barça, on verra maintenant ce qui va être décidé. Concernant son futur, n'oubliez pas qu'il appartient à l'Atlético Madrid, l'Atlético l'a prêté au Barça. Voilà, on verra maintenant si un accord de nouveau va être prêté pour un nouveau prêt, ça peut être envisagé. La très belle anecdote de Florian Tardieu sur la première rencontre des joueurs de l'AS Saint-Etienne avec les nouveaux investisseurs, parce que Saint-Etienne au lendemain, vous savez, du barrage qu'ils ont gagné, où ils ont battu Metz, où ils remontent en Ligue 1, le lendemain il y a un nouveau investisseur canadien qui a acheté l'AS Saint-Etienne, donc vous avez réunion, donc les joueurs avaient réunion pour le discours bien sûr, nouveau investisseur. Le problème c'était le lendemain du titre, enfin pas du titre, de la montée on peut dire, et sans mentir on avait rendez-vous à 10h, on est rentré de boîte à 7h parce qu'ils ont fêté toute la nuit bien sûr, cette montée en Ligue 1. La moitié du groupe n'a rien compris au discours du nouveau investisseur, c'est qu'ils avaient très peu dormi, ils devaient être frais en plus pour ce discours qui était très tôt le matin. On va parler de Jean-Marc Furlan, l'ancien coach de la GOCR qui avait disjoncté un coup, il avait fait un doigt d'honneur aux supporters quand même de la GOCR, bref. Donc réclame près de 1,5 million d'euros à la GOCR qu'il avait viré pour faute grave après avoir fait des doigts d'honneur au public. Voilà, je me souviens moi de ça. Donc il réclame maintenant de l'argent, Jean-Marc Furlan, parce qu'il dit que son licenciement par rapport à son doigt d'honneur, ça se fait pas tout ça. Voilà, c'est une faute professionnelle, une faute grave. Donc une petite info concernant ce coach. Romero, les gars, répond à Mbappé. Mbappé, il y a quelques jours, il était en conférence de presse. C'était la veille du match contre le Luxembourg. C'était mardi dernier. Il avait dit que l'Euro, c'est plus compliqué que la Coupe du Monde. Bien sûr, pour les autres pays en dehors de l'Euro, ça passe pas. Comme Romero, le défenseur de l'Argentine, a dit: j'ai eu l'occasion de gagner toutes les compétitions auxquelles j'ai participé avec l'équipe nationale. L'opinion est libre et si pour lui d'autres choses sont compliquées, ce n'est pas grave. On ne peut pas expliquer ce qui vous arrive quand vous gagnez une Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire un Romero en gros qui répond à Mbappé.
On ne comprend pas qu'il puisse dire ça, que l'euro c'est plus compliqué que gagner une Coupe du Monde. Bruno Guimaraes sur son avenir, hein, j'ai un contrat avec Newcastle et je suis très heureux. Je ne suis pas ce qui va se passer avec le fair play financier, mais je peux dire que je suis très heureux. Voilà, bon après il peut dire ça les gars, mais Guimaraes, hein, il y a vraiment des chances, parce que lui, souvent j'entends parler de rumeurs hein, par rapport à un départ. Et Manchester City devrait passer à l'action. Hein, les 115 millions d'euros de sa clause libératoire devraient être levés hein, sur ce mercato. Tiens, le mercato, les gars, on le dit, c'est aujourd'hui hein, l'ouverture officielle du mercato jusqu'au 30 août, hein, jusqu'au dernier jour du mois d'août. Donc voilà. Bon, après, c'est encore long, hein, 2 mois et demi de mercato, donc City fera certainement Guimaraes sur ce mercato. Tiens, toujours avec City, il souhaite garder Phil Foden, il souhaite même le prolonger et augmenter son salaire. Hein. Donc, ça sera après l'Euro qu'ils vont essayer de négocier, bien sûr, un nouveau contrat et l'augmentation aussi de salaire. Sur le nouveau contrat, on pense que Phil Foden va demander maintenant plus d'argent vu l'importance qu'il a du côté de City. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur de Première Ligue. Hein. Donc, City fera de lui le joueur britannique le mieux payé de l'histoire du football. Il touchera environ 440 000 euros par semaine, j'ai bien dit par semaine, c'est fou, le plaçant au même niveau salarial qu'Erling Haaland et Kevin De Bruyne, les deux joueurs les mieux payés du côté de City, peut-être même de la Première Ligue. Donc lui, il a juste un cran dessus par rapport au salaire. Hein. Donc là, en gros, il va atteindre les plus gros salaires du côté de City de la Première Ligue. Donc voilà. Voilà. Après, c'est normal hein, quand on... Bon, après, non, c'est pas normal un salaire énorme comme ça, mais c'est normal qu'il soit après au même niveau que Haaland et Kevin De Bruyne au vu de l'importance qu'il a eu. Hein. Phil Foden. Quelques infos, tiens, mercato, Palhinha, les gars, trouve un accord avec le Bayern. C'est ce joueur que je parle souvent hein, depuis quand même 2-3 ans. À chaque fois, il est proche du Bayern, à chaque fois, ça se fait pas. Fabrizio Romano dit que c'est peut-être le bon moment là. Il va bien quitter l'équipe il joue à Fulham pour rejoindre le Bayern Munich. Hein, donc voilà, le montant de transfert pourrait s'élever entre 40 à 45 millions d'euros. Donc le Portugais espère que le transfert aboutira avant l'Euro. C'est avant l'Euro, hein, c'est avant 4 jours, hein, c'est vendredi, hein, le premier match de l'Euro. Donc voilà les gars, Palhinha, il y a vraiment beaucoup de chances qui signent du côté du Bayern. Zirkzee aussi, il y a des chances qui signent du côté de Milan. Accord entre Milan et Zirkzee, contrat de 5 ans à 4 millions d'euros en salaire avec bonus. Hein. Le club milanais va payer sa clause à Bologne qui est de 40 millions d'euros. Donc lui aussi, hein, il va quitter Bologne. Gros coup dur hein, pour Bologne parce que c'était l'un des meilleurs joueurs cette saison. Il va rejoindre l'AC Milan. L'Atlético Madrid a entamé des négociations avec la Real Sociedad pour Robin Lenormand qui va quitter la Real Sociedad pour certainement aller du côté de l'Atlético Madrid parce qu'il y a pas mal de départs. Hein. Savic, je crois. Ça fait de Savic, je crois, un défenseur, il part. Et il y a aussi Mario Hermoso, un défenseur de l'Atlético qui part libre. Hein. Il leur faut des défenseurs et voilà, comment dire, Robin Lenormand est ciblé. Ali manifeste son intérêt pour Kimmich hein, lié au Bayern jusqu'en juin 2025, donc lui pisté par beaucoup de clubs. Hein. Il y a le Barça, il y a le Real également, mais Ali les gars, le club où joue par exemple Riyad Mahrez est intéressé également par ce joueur. Et vraiment là, bon, je vais vous donner, regardez, il y a combien 1, 2, 3, 4. Je vous ai seulement 4 infos mercato. Il y en a plein, les gars, il y en a plus de 50 que je peux vous donner. Je ne vais pas les vous donner parce que j'ai une chaîne exprès BizBiz Mercato et aujourd'hui je sors 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi. Et aujourd'hui, tout à l'heure aux alentours des 16h30, les gars, il y a une vidéo Mercato. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir toutes les infos Mercato qu'il y a sur les 2-3 jours précédents. Donc voilà, c'est sur cette chaîne-là, vous tapez BizBiz Mercato et elle sortira cet après-midi. Là, vous aurez toutes les infos Mercato qu'il y a actuellement. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.